Voilà, ben c'est l'heure de la chronique ABC des entreprises. Je redis bonjour à Iman, à Emeline. Oui, non, non. Iman et Emeline, oui, c'est vrai d'accord. Que c'est un petit peu compliqué. Ça se ressemble un petit peu. Aujourd'hui, on va parler de la gestion immobilière via les SCI. Générique, c'est parti. Ben, si le générique peut partir. Non. Voilà, on se retrouve avec quelques semaines. Emeline, qu'est-ce qu'on peut dire sur le thème? À quoi servent les SCI? C'est quoi une SCI pour les gens qui ne savent pas? Alors, bonjour à tous. Alors, les SCI, ce sont des sociétés civiles immobilières. On en entend parler régulièrement actuellement, depuis quelques temps, de toutes les façons. C'est toute la partie qui permet, enfin, c'est une forme de société du moins qui permet d'acquérir de l'immobilier de telle sorte que des personnes qui puissent faire partie en fait d'une même famille en général puissent se mettre ensemble ou réussir à réunir des fonds en commun pour pouvoir créer un projet, on va dire, de plus grande envergure lorsqu'on parle de l'immobilier. Donc l'objectif, c'est que lorsqu'on est seul et on se retrouve face à des difficultés bancaires pour pouvoir faire le projet seul, en étant à plusieurs, on démultiplie en fait la capacité financière et ainsi ça permet en fait de mutualiser les efforts pour pouvoir acquérir dans l'objectif d'avoir un prêt bancaire commun. Et comme ça, en fait, on peut être beaucoup plus facilement crédible. Il faut savoir quand même que dans la SCI, il faut au moins 2 personnes, 2 associés. Et il faut combien de maisons? Ah, là, par contre, on peut en avoir autant qu'on veut, ou alors on peut créer autant d'SCI. Non, pas forcément. Il faut savoir qu'on peut créer son SCI sans forcément avoir une acquisition immédiate, mais au moins la SCI sera déjà présente au moment où on souhaite faire l'investissement. Alors si par exemple, je suis en couple et puis je vais acquérir une maison, c'est mieux de faire ça à l'achat avec au travers d'une SCI, oui. Ou en solitaire? Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on est à 2 et qu'on achète une maison, normalement, toutes les décisions en lien avec la maison ou avec l'investissement immobilier en question, que ça peut être aussi entre un appartement, nécessitent l'unanimité des décisions. Donc, on est obligé d'avoir les 2. Lorsqu'on crée une SCI, on crée une société dans laquelle on définit les propres règles applicables. Il faut toujours être 2 personnes. Par contre, il faut toujours être 2, normalement, pour la création de la SCI. Ça permet de créer des règles qui ne nécessitent pas forcément l'unanimité. Ça facilite la gestion, en fait, liée à la gestion immobilière, sans, comme je disais, recourir à la notion d'unanimité. Et ça organise aussi, ultérieurement, la passation, ou du moins la transmission du patrimoine, notamment lorsqu'il y a des enfants ou tout autre type de personnes à qui on souhaite léguer sans forcément passer par un notaire. Alors, la question sensible, les impôts sont pour la SCI? Alors, pour la SCI, il y a 2 modalités de fiscalité. Ça peut être soit l'impôt sur le revenu, ça c'est le régime de base, c'est-à-dire qu'en général, quand on crée une SCI, on relève de l'imposition sur les revenus, ou alors l'imposition sur les sociétés. Il faut savoir que chaque mode d'imposition a son application et qu'en général, il faut toujours s'enquérir des conseils auprès d'un expert comptable afin de savoir quelle est la meilleure fiscalité qui sera associée à une SCI en fonction du choix qui sera fait. Parce qu'on peut acheter des biens immobiliers dans une optique de revendre à très courte échéance ou à très longue échéance. Et dans ce cas-là, la fiscalité qui pourra être adossée à la SCI n'est pas forcément la même. Il y a des exonérations quand même au niveau de l'impôt? Non, alors il faut savoir que lorsqu'on est sur une SCI, on est sur quelque chose de patrimonial. Les exonérations d'impôts sont surtout en fait pour pouvoir booster les structures qui ont une vision d'exploitation, une vision économique. Donc dans cette mesure, il n'y a pas d'exonération mise en place pour les SCI en tant que telles. Là où il peut y avoir une exonération, enfin du moins pas sur les résultats fiscaux, là où il peut y avoir une exonération, c'est au bout de 30 ans d'années de détention du bien. Les personnes qui vont vendre le bien détenu sur la SCI depuis plus de 30 ans ou qui vont vendre des parts sociales de SCI qui ont plus de 30 ans peuvent bénéficier d'une exonération totale de l'impôt sur la plus-value de cession. Alors, je ne sais pas si tu as bien compris la subtilité. Oui. Soit un bien détenu depuis plus de 30 ans sur la SCI, si on vend que le bien, on a une exonération totale. Si on vend des parts de sociétés de SCI... C'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que tu peux avoir une SCI que tu crées maintenant, à date, et tu peux rajouter un bien immobilier dans 10 ans.
ou dans 30 ans, même si tu as ajouté le bien dans 30 ans, si tu cèdes l'année d'après, tu bénéficies d'une exonération totale sur la plus-value. Alors pour que ce soit bien clair, avec la SCI, on peut que acheter et vendre, on ne peut pas louer. Oui, on peut tout à fait louer. Dans ce cas-là aussi, le régime fiscal sera potentiellement différent. Si on fait de la location nue ou de la location meublée, on sera en nu sous le régime des revenus fonciers, donc sur une SCI à l'IR. Si on loue en meublé, très souvent cette SCI doit passer à l'impôt sur les sociétés et dans ce cas-là, on est dans la catégorie des BIC. Alors moi je pose la question, quels sont les avantages d'une SCI? Alors c'est toute la partie liée à la souplesse du fonctionnement, hein. Comme je disais déjà initialement, on évite l'indivision lorsque notamment on a un couple qui investit simultanément. Donc le cadre est peu contraignant, hein, donc ça permet d'organiser les relations. Il n'y a pas d'investissement minimal requis, mis à part le capital social au moment de la constitution. Ça permet effectivement de réunir plusieurs capitaux venant de plusieurs personnes, hein, c'est ce qu'on disait, pour pouvoir lever des fonds pour un investissement plus lourd. La responsabilité des associés, eh ben, elle est illimitée, mais elle est limitée en fait au montant des apports. En fait, elle est indéfinie, mais limitée au montant des apports de chaque associé. Donc, avant d'intenter une action contre un associé, il faudra intenter une action contre la SCI. Il y a aussi la facilité de transmission du bien immobilier au sein du couple. Hein. Donc, comme je disais, ça permet d'organiser l'indivision entre les héritiers. On ne se retrouve pas dans une situation où on arrive chez le notaire et il faut céder le bien à chacun des enfants ou trouver la cote par affectée à chaque enfant. Très souvent, on peut l'organiser en amont au sein de la détention des parts de chacun des associés. Et on peut effectivement loger aussi dans la SCI des biens professionnels, donc les biens qui ont une visée professionnelle. Ça peut être un local professionnel et ce local professionnel sera loué ultérieurement par la SCI à la société d'exploitation. Ça permet donc de distinguer l'exploitation de l'immobilier. Ça, c'est pour sécuriser le côté immobilier. Et ensuite, on a le choix effectivement de l'imposition entre l'IR et l'IS, comme je disais, en fonction du cas. Et enfin, on peut citer la cession des parts de la SCI qui est possible et non pas de l'immeuble. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs choix qui peuvent être opportuns ou pas. Alors, on me dit que c'est l'heure déjà presque de la pub, alors on va essayer de faire vite. Les inconvénients de la SCI. Les formalités, parce que malheureusement c'est une création de société, donc on a toute la partie rédaction de statut, enregistrement des statuts au centre des impôts, publication dans un journal d'annonce légale, donc toute la partie un peu fastidieuse de la création. Mais en fait, comme je disais, après ça peut devenir un avantage dans la gestion au quotidien. Alors c'est sûr que c'est au début, mais pas nécessairement à la fin, c'est principalement ça. Et la responsabilité indéfinie des associés, comme je disais. Alors, il y a des modes de financement bancaire, mais pour tout ça, pour gérer une SCI, il faut nécessairement un expert comptable, oui ou non? Alors, pas forcément, puisqu'en fait la SCI à l'IR nécessite juste que soient déclarés annuellement les revenus sur impôts.gouv. À l'IS, par contre, on a besoin d'un expert comptable parce qu'on a besoin d'une télétransmission d'un tiers. Donc, c'est vrai que ça dépend de la nature de la SCI. Il faut juste savoir qu'il faut, par contre, transmettre les comptes annuels normalement et tenir les PV d'Assemblée Générale. Un dernier mot. Le fonds de la SCI, ce sont les immeubles ou de l'argent? C'est-à-dire qu'on crée la SCI, on crée avec un capital ou avec un capital social. Un capital social, ou alors on peut apporter un bien immobilier au moment de la création de la société. Et en cas de dissolution, on perd ce bien? On ne perd pas le bien, il faut le revendre pour le coup pour pouvoir désintéresser chacun des associés. Comme je dis, le choix, il faut toujours le faire de façon avisée avec un conseil. Merci Émile, qu'on va retrouver dans 2 semaines pour un autre sujet aussi passionnant. Voilà.